Quid de cette rentrée littéraire? Alors, pour commencer, un objet bien difficile à définir. Insolite, morbide, exaltant, lyrique, trivial, dérangeant, apocalyptique, baroque, minimaliste, fascinant, insupportable, indispensable. J'ai nommé Repas de mort, le troisième roman de Dimitri Bortnikov, qui paraît aux éditions Alia. Bonjour Dimitri Bortnikov. Здравствуйте, bonjour. Bon, Paula. alors, vous me faites des yeux ronds pour tous ces qualificatifs, ou ça va? Oh non, je fais pas les yeux ronds. Non, pas du tout. Je vais vous dire quelques mais Dimitri Rory. Vous dites-moi quelques dimitreries, mais vous Eh me ben, les dites en français, Ah bah évidemment. parce que tout le monde sait, vous êtes russe, nous avions reçu d'ailleurs récemment pour un roman écrit en russe, celui-ci qui s'appelait Le syndrome de Fritz, alors que celui-ci, Repas de mort, vous l'avez rédigé en En français. français. Oui. Alors, c'est un livre, comme je vous le disais, très difficile à ranger dans une catégorie quelconque. Il les embrasse toutes. Et je retire une phrase pour commencer. Le narrateur explique dans ce livre qu'il a commencé à écrire sur un champ de bataille. Est-ce que c'est le cas pour vous? C'était pas c'était pas la champ de bataille. J'étais à l'hôpital. J'avais des gros problèmes pulmonaires. J'ai subi 6 fois la pneumonie assez carabinée. Et je pensais que voilà, je vais clamser et ben, je vais passer de l'autre côté. J'ai commencé à noter ceux qui m'ont précédé. Les Ça veut morts. dire, ah oui, les morts, voilà, Oui. les soldats morts. On va y revenir, Dimitri. On sait que vous êtes né en 1968. Comme votre révolution sexuelle. Comme la révolution sexuelle. Eh oui. Elle n'a pas été que sexuelle, remarquez. Mais j'étais pas produit de cette révolution. Non. Vous êtes né à Samara, qui Oui. se trouve où, Samara? Sur la Volga. Sur la Volga. D'accord. Alors, comment est-ce que pourquoi êtes-vous venu en France, au fait? Vous y êtes installé depuis quelques années? Depuis 10 ans. Oui, pourquoi? Ça, oh mon Dieu, c'est une belle question. Hein. Je suis venu en France parce que j'ai gagné un prix. Et, En général, il y a soit une récompense littéraire, soit une femme. non, c'était pas une femme. Non. C'était pas une femme, c'était une, comme vous dites, récompense littéraire. Et là, il y avait une femme ici qui m'attendait. Et voilà, la vie Bon, était donc faite. je suis tombée assez juste. Oui, entre les deux. Quoi. Quand on tombe entre les deux, on tombe juste. Voilà. Dimitri Bortnikov, alors c'est à Marie-Madeleine Rigopoulos, ici présente. Bonjour Marie-Madeleine. Bonjour Paula. Vous Bonjour rayonnez, à tous. vous êtes toute belle. Mais merci Hein Paula. Je ne dis Merci pas beaucoup. refaites à neuf comme ce studio, mais... hein. Alors, c'est à vous, Marie-Madeleine, que revient la tâche donc de nous Une raconter tâche très difficile, hein, il faut reconnaître. Repas de mort. Une tâche très difficile, mais néanmoins très agréable. Moi, ma première impression quand j'ai lu ce livre, c'est que ce n'est pas aux vivants, c'est aux morts qu'on rend des comptes. Ce sont eux qui éveillent en nous le souvenir et les regrets, eux qui nous poussent dans nos retranchements, mais avec une telle subtilité qu'il est impossible de s'en offusquer, alors on se laisse faire. Eux encore qui nous rappellent que nous sommes vivants et que nous allons mourir, mais qu'entre-temps, nos vies sont d'incessants voyages, qui sont remplis de larmes, on va le voir dans ce livre, de sang, d'amour, mais de haine aussi parfois. Et Dim, le personnage, le narrateur, convoque ces fantômes, un peu comme le ferait un druide ou une prêtresse des temps modernes. Il les convoque aussi un peu comme un vieillard qui, lui-même, dans l'antichambre de la mort, verrait son passé et son présent se confondre. Sa voix résonne comme le cœur d'une antique tragédie, un petit peu parfois. C'est ainsi qu'il exhume ses souvenirs, celui de sa mère, sage-femme et faiseuse d'anges tout à la fois, sa grand-mère silencieuse dans la forêt, son grand-père soldat des 2 grandes guerres, mais aussi une prostituée, un enfant. La mort de tous ces gens va, par petites touches impressionnistes, en fait, raconter la vie de Dim dans un portrait de chair et de sang. Un portrait absolument bouleversant, même si c'est assez surprenant au niveau de la structure. Le narrateur voyage dans le temps, dans l'espace. Il passe de l'immensité des steppes à des espaces confinés, parisiens, parfois même assez sordides en réalité. Et puis, il va nous transporter dans ses amours, dans ses regrets, dans ses angoisses. Je sais pas comment, c'est très très difficile, vous l'avez dit tout à l'heure Paula, hein. La langue est violente, elle est poétique à la fois, elle est crue, elle est raffinée, la structure est déroutante, mais Repas de mort est un roman dans lequel il faut se plonger plus avec le cœur et ses sens qu'avec son esprit,
Plutôt que de le lire, il faut mieux, je dirais, l'écouter comme une musique qui vous transporte et vous arrache des émotions. Et c'est l'émotion qui va vous pousser à la réflexion et non l'inverse. En gros, le narrateur s'adresse à ses morts tantôt avec nostalgie, tantôt avec colère, souvent avec tendresse. Et peu à peu, en racontant sa vie, on a quand même un peu l'impression que c'est son propre tombeau qu'il cisèle. Alors, Dimitri a hoché la tête avec une certaine satisfaction, Marie-Madeleine, à l'énoncé de votre lecture. Dimitri, votre réaction? Bon, ma réaction Content? Content, satisfait, et même remboursé, tout ce que vous voulez. Mais non, je comprends parfaitement, je comprends pourquoi c'est difficile de parler de ce livre. J'en conviens parfaitement. C'est difficile de parler de sources, d'où c'est parti. On a commencé à écrire. J'ai commencé à écrire en français avec mon ami Alexandre Civico, et je mis tout ce que j'avais, tout ce que mon âme a vu, a pensé, j'ai mis sur le papier. Mais le vrai source de ce livre, c'est pas l'amour, c'est la haine. Il se passe quelque chose, parce que moi, j'en conviens qu'on parle trop d'amour. Amour, c'est le mot amour, c'est devenu une sorte de mouchoir de Kleenex pour tout le monde. Dès qu'il y a un problème de rhume, on prend un mouchoir et on fait atchoum dedans. Non, moi je fais pas ça. Et de toute façon, je mouche pas dans ma culotte parce que c'est la haine qui doit parler. Bon, alors, Dimitri Bortnikov, c'est la haine de qui? La haine de quoi? Il n'y a pas de haine de quoi, comme il n'y a pas d'amour de qui. On ne peut pas dire que j'aime cette personne ou j'aime l'autre personne, comme vous pouvez dire j'aime ce chocolat-là et j'aime pas ce chocolat-là. C'est pas dans ce domaine-là, parce qu'il faut mettre tout sur les balances, sur les meilleures balances. Et les meilleures balances, c'est celle de Saint-Pierre à côté de Paradis. N'est-ce pas? Dimitri, vous oui. parlez de haine. Oui. Comme disait Marie-Madeleine, il y a une sorte quelque chose d'inconsolable chez le narrateur. Eh ben, évidemment. Il ne se remet pas de tous ses morts, et surtout, il ne se remet pas d'emporter le fardeau. Et il y a une phrase, à mon avis, qui résume très très bien cette démarche, à la fois de l'écrivain et du narrateur. C'est lorsque vous écrivez « Les morts réveillés par le chagrin des vivants ». C'est votre chagrin qui va réveiller toute cette littérature. Oui, je suis inconsolable. Et je déteste ceux qui prétendent de consoler. Imaginez, il y a un mot pour quelqu'un qui a perdu son mari, c'est une veuve. Il y a un mot pour quelqu'un qui a perdu sa femme, c'est un veuf. Il y a quelqu'un qui a perdu ses parents, c'est un orphelin. Mm-hmm. Mais il n'y a pas de mot pour celui qui a perdu ses enfants. Et ça, c'est inconsolable. Personne ne peut prétendre de consoler. Il faut rester face à la tristesse, face à la chose qui se déshabille devant nous. Il faut rester comme ça, accepter. Est-ce qu'il n'y a pas de mot pour la perte des enfants, même en russe, dans toutes les langues? Il n'y a pas de mot. Ça, c'est extraordinaire parce que ça nous renseigne finalement sur un état de société. Il est évident que si on n'a pas inventé de mots, peut-être que le chagrin de la perte des enfants n'était pas ressenti de la même manière qu'aujourd'hui. Oui, parce qu'il y avait beaucoup plus d'enfants et on faisait on les sauter perdait les facilement. Ah bah oui, voilà, c'est pour ça. Donc il faut inventer le mot maintenant. Il faut aimer. On peut inventer ou pas, mais il faut aimer et s'en parler. Тот навеки не уснет, кто услышит эту песню, тот покоя. Plate au regard bridé. Kalmyk, kirghize, tatar, kazakh, tchouvache, bashkir. Et là, vient Pougatchev. Il se dit tsar, un vrai, Pierre III, époux de Cato. Oui, de la grande Catherine. Lui, un cosaque, vétéran de 2 guerres. Il disait « C'est moi ». Toi, la tsarine, honte à toi, m'envoyer en enfer. Mais je suis là. Prends-moi si tu peux. Toi, t'es bonne à cirer mes bottes. Les bottes du dernier couillon de cosaque, pute de vierge. Toi, je vais t'essuyer du visage triste de la Russie. Crève. Allons, toi et moi, à ma selle et je t'arracherai. Baveuse. Il monte une armée. Il n'a qu'à siffler. Dans la steppe, on entend de loin.
et elle vient à lui. Toute la steppe, toute, dans toute sa splendeur. Les esclaves évadés, les Kirghizes aux narines déchirées, les bagnards aux langues arrachées, les tziganes, les cosaques exilés, toutes sortes de troufions, les déserteurs, les bidas éborgnés, les nobles à moitié zigouillés, les femmes 3 fois veuves. Toute la mousse de la steppe d'avant les monts d'Oural et celle d'après était à ses bottes. 4 batailles gagnées, et pas dans les bois, non, sur terre nue, dans la steppe. Les villes prises et des grandes villes, Samara, Orenbourg, Oufa. Et puis cette armée se gonfle, chaque bataille. Pougatchev la roule dans la steppe, il en fait une boule énorme, un miracle. La tsarine, elle a l'air pensif, elle siffle Souvorov. Oui, ce vieux renard vigoureux. Il monte le coup. Les camarades de Pougatchev craquent. Trahi, il est seul. Seul, nu, avec son sabre à la nage, il traverse la rivière, l'Oural. Grande, et son armée dégustera. Encore des oreilles coupées, encore des centaines de narines déchirées, encore des milliers de meuglans, les fosses pleines, les langues arrachées. Repas de mort, page 35. Cosmopolite, cosmopolitaine. Dimitri Bortnikov, on a là un échantillon de la façon dont vous écrivez, c'est-à-dire que c'est une langue très violente, très saccadée, quelquefois il n'y a pas de verbe. Et j'ai choisi cet extrait concernant Pougatchev et la Grande Catherine, parce que le narrateur porte non seulement la douleur et la colère du fait d'avoir perdu de ses propres morts, mais il éprouve la même douleur, la même colère pour les morts de l'histoire, pour les morts de la Grande Catherine. Seulement, nous, on se perd un petit peu dans cette affaire. On sait que le narrateur a fait une guerre dans l'Oural, et que cette guerre menée par Pougatchev lui rappelle ses propres souvenirs. Alors, expliquez-nous un petit peu. Ce narrateur, il fait la guerre dans quel contexte ? Le narrateur, qui s'appelle Dim d'ailleurs, c'est une marque de culotte. Hein. Oui, de bas. Oui, ça veut dire les culottés. Hein. Oui. Il a pas fait la guerre, il a fait son service militaire. Et pas avec pas dans la steppe, mais au pôle Nord. Il n'y a pas... ça, c'est la question de la langue. Ce que je fais, ce que j'ai fait, ce que je vais faire, ce que je fais en ce moment, c'est une simple chose. Je fais subir la langue française en traitement. La langue française doit être abluée par ma langue à moi. Ablué, qu'est-ce que Ablué, ablution, vous savez ce que c'est d'accord. l'ablution. Doit être, Donc, comment dire, ablué. arrosé, quoi. Je veux Oui, dire, mais ablué. Purifié, voilà, c'est Pierre Murat qui précise. Oui, mais il y a un verbe ébluer. Hein. Ablué, ça existe. Voilà, ça Eh existe. ben, j'en apprends tous les jours. Ah bah oui, d'un étranger. Hein. Oui, d'un étranger. Oui. D'un Ablué, russe. ablution. Oui, voilà, Et tout voilà. à fait. Ça veut dire purifier par certaines parties. Ça veut dire pas s'arroser complètement, pas se laver complètement, par plusieurs parties très importantes. Et c'est cette façon, c'est que ça qui compte dans la littérature. Parce qu'au bout de mon hachoir, c'est pas la littérature qui sort, c'est la libération de la vie qui est emprisonnée en nous. D'accord. Alors, quand même une petite question sur les dévorations de ce narrateur. Moi, j'étais absolument empoignée par votre livre, mais de temps en temps, je vous l'avoue, hein, Oui. j'avais l'impression que vous m'aviez transformée en psychanalyste, que je n'ai jamais été, et que j'avais à côté de moi sur le divan Ouais. Dimitri Bortnikov Oui. en train de délirer. Eh ben c'est bien. C'est bien. Il y a 2 sortes de délire, Paula, 2 sorts. Il y a le délire à chaud, il y a le délire à froid. Hein. Quand quelqu'un délire à chaud, c'est un fou. On a beaucoup de fous qui délirent toutes sortes de ouf et des oufettes qui délirent. Mais après, il y a le délire à froid. Quand un fou malin comme moi qui commence à délirer à froid, c'est le psychanalyste qui commence à délirer à chaud, n'est-ce pas ? Voilà. D'accord. Voilà. Donc, vous rendez vos lecteurs à moitié cinglés, d'accord ? Pas à moitié, hein. Complètement cinglés. Oui. Mais je voudrais quand même savoir. Donc, ce Oui. narrateur, il a été 2 ans au pôle Nord. Oui. Il a été fait service militaire, ça a été l'horreur. Ensuite, il est devenu voleur de trésors des Yakoutes. Oui. On ne comprend pas très bien, mais on imagine qu'il y a des diamants. Ensuite, il va aller à Paris. Il va devenir plus ou moins macro. Oui. Bon, quel est ce Mais on personnage survit comme on peut.
C'est une confession. Non, pas du tout. Je vais vous dire que à 20 ans, on peut rougir d'être accusé d'être macro, mais à 45, on rougit de ne pas être accusé d'un macro. Hein. D'accord. Donc, Non, mais ça, je vous crois pas, vous me faites de la provoque. Alors, une question précise. oui. Il paraît que vous êtes tellement pauvre, ici à Paris, en dépit de vos écrits si remarqués, Oh. que vous vivez dans un tout petit machin et que vous êtes obligé d'écrire dans une cave. Est-ce que c'est vrai? Je suis pas, j'en suis pas pauvre, hein, parce que la pauvreté ici, c'est un pays où on peut ramasser les courgettes 6 fois par an. Hein. C'est pas un pays pauvre. Je n'ai pas vu personne qui meurt dans la rue, mais au moment où j'écrivais ce livre, j'étais très pauvre et j'ai battu la dèche des deux côtés. Oui, Hein. oui. Des deux côtés. Des deux côtés. Quels sont ces deux côtés? Par les deux bouts de même bâton. De la chandelle, quoi. Oui. D'accord. Et alors, donc ce livre, comme disait Marie-Madeleine, se fout complètement de la chronologie et de l'espace géographique, ça vogue d'un endroit à l'autre. Et il y a quelques notations sur ce Paris, quand même, où vous êtes réfugié. Et ça m'a beaucoup intrigué. Vous écrivez « Paris, cette ville est un homme. Paris, un homme Triste. fatigué. » Oui. Fatigué. Fatigué, Qu'est-ce que vous oui. voulez dire? Paris, c'est mon ville préférée. Paris, j'aime Paris, je vois Paris comme chaque ville a son visage. Saint-Pétersbourg, c'est un homme aussi, mais il n'est pas fatigué, il est abîmé. Hein. Florence, c'est une femme, et il n'est pas abîmé. Et Paris est un homme. Paris est un homme, Uh-huh. est un homme fatigué. Je sais pas, il y a quelque chose. Enfin, il fallait me demander quand j'étais sur le vote divin. Hein. Je le ferai une autre fois. Donc, Dimitri Bortnikov, ce qui est très étrange dans votre livre, effectivement, on a l'impression que c'est du rap, c'est une musique, c'est-à-dire quelquefois il n'y a pas de verbe, les émotions s'entrechoquent. Ouais. Et puis on se rend compte, mais je me trompe pas, que vous avez bien lu Louis-Ferdinand Céline. J'ai jamais lu Céline. J'étais sûre qu'il allait me dire ça. J'ai jamais lu Céline. Vraiment? Vraiment. Bon, alors écoutez, je vous annonce qu'il a un fils en votre personne. Oh, je ne pense pas. J'ai écouté quelques de ses entretiens. J'aime beaucoup ce qu'il dit. Je peux dire que je m'adhère surtout à tout ce qu'il dit sur le travail, parce qu'il faut travailler et il faut payer. Parce que la liberté ne s'achète pas, mais elle se paye. Mhm. Voilà. Dimitri Bortnikov, alors, comme je vous le disais, vous mettez le lecteur dans un état d'abord de tension perpétuelle. C'est-à-dire qu'on reçoit constamment vos mots, soit comme des caresses, soit comme des gifles. Oui, je saute les préliminaires. D'accord. Oui. Mais aussi, d'un autre côté, il y a des très grandes références. C'est-à-dire que par moments, les guerres, tout d'un coup, les personnages de la guerre, même la guerre en Russie, ça devient Ulysse, Homère, Agamemnon. Ah oui, parce que la violence de la guerre, elle est nommée par les postiches. Il y a un mur de guerre et on peut mettre des postiches partout. Mais on ne peut jamais nommer la guerre. On ne peut jamais nommer. On ne peut jamais nommer ni la violence, ni amour, ni la mort, ni la haine. On ne peut jamais les nommer. On peut juste montrer comme les traces. C'est les animaux qui on les voit jamais. On voit que les traces. Hein. Et c'est la mort qui parle par la bouche d'amour. Parce que c'est la mort qui tient les meubles. Et c'est l'amour qui squatte. On a l'impression, mais c'est sans doute très faux, que vous avez écrit ce livre qui fait 180 pages très très vite. Peut-être en l'espace de 3 nuits ou 4 nuits fiévreuses. Je romantise un peu, quoi. Oui, voilà, on le sent. Non, pas du tout. Non. Mais quand je danse, je tombe pas. Ça veut dire il faut faire vite. Il faut savoir débarrasser derrière vous. Ça veut dire il faut que personne qui lit ne lit pas votre effort
Vous faites pas oh c'est lourd. Non, il faut sourire. C'est le cirque, donc il faut faire, il faut préparer tout. Il faut tout préparer. Marie-Madeleine? Oui, justement, à ce propos, moi, ce que j'aurais voulu savoir, puisqu'il y a ce souffle très particulier, cette manière, même quand on le lit, on sent qu'on respire d'une manière très particulière, à cause de la syntaxe et de la ponctuation. Et je me demandais si, quand vous avez écrit justement ce texte, est-ce que vous, ça nécessite un état, c'est-à-dire physique presque, dans l'écriture? Oui, ça nécessite. C'est une sorte de contamination et on ne sait pas par quoi ça vient. Soit vous êtes déjà malade et vous contaminez votre page qui vous rend encore le plus malade. Ou c'est la page qui vous rend malade. Donc c'est très particulier. Mais j'avoue que toujours, je pensais que j'ai une grande santé, je sentais d'un taureau, mais en fait, non. J'avais toujours senti sur tous les poumons 6 fois la pneumonie. Et à mon avis, moi je considère ça comme ça, il y a quelque chose de physique. L'homme c'est un style, le style c'est l'homme. Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est ça. Donc, Proust, qui avait aussi les problèmes. Bon, je ne me compare pas du tout au Proust. Oui. Non, mais certainement, il y a un rapport entre la station allongée parce qu'on est malade et puis la littérature. Oui, voilà. Bon, alors, je vous remercie infiniment, mais je voudrais quand même rassurer nos auditeurs. Dimitri Bortnikov, vous êtes un très bel homme et vous avez l'air en parfaite santé. Et je m'en réjouis. Merci pour ce très beau livre qu'il faut absolument lire. Il faut même le méditer de temps en temps. Peut-être qu'il ne faut pas le lire dans la continuité, mais prendre des passages ci et là. Repas de mort, écrit en français par Dimitri Bortnikov, et qui vient de paraître aux éditions Alia. Et je précise que c'est un très joli livre, imprimé sur du très beau papier, ce qui se fait rare dans l'édition, et qui coûte la modique somme de 9 €. Merci.